Doit-on privilégier l'individu ou la société? La question de savoir s'il faut privilégier l'individu ou la société est au cœur des débats philosophiques depuis des siècles, reflétant les tensions entre deux visions du monde apparemment opposées. D'un côté, l'individualisme met l'accent sur l'autonomie personnelle, les droits individuels et la liberté de choix. De l'autre, l'holisme social insiste sur l'importance du collectif, de la solidarité et de l'intérêt général. Cette dualité a donné naissance à diverses théories et réflexions qui cherchent à comprendre la relation complexe entre l'individu et la société. Émile Durkheim, sociologue français du XIXe siècle, a proposé que la société est plus que la somme de ses individus. Selon lui, les faits sociaux tels que les normes, les valeurs et les institutions exercent une contrainte sur les individus, influençant leur comportement et leur conscience. Par exemple, il a étudié le suicide, non pas comme un acte purement individuel, mais comme un phénomène social influencé par le degré d'intégration et de régulation sociale. Durkheim a suggéré que des niveaux élevés d'individualisme pouvaient affaiblir les liens sociaux, menant à des sentiments d'isolement et, dans certains cas, au suicide. D'autre part, des penseurs comme Thomas Hobbes ont envisagé l'état de nature comme une condition pré-sociétale où l'individu est libre de toute contrainte sociale. Cependant, Hobbes a également suggéré que cette liberté totale pourrait mener à l'anarchie et à la violence, nécessitant la formation d'un contrat social pour garantir la paix et l'ordre public. Cette perspective met en lumière la tension entre liberté individuelle et la nécessité d'une structure sociale pour maintenir l'ordre. Dans les sociétés modernes, l'individualisme est souvent valorisé, avec une forme d'emphase sur les droits personnels et l'autonomie. Cependant, cette valorisation de l'individu, par exemple, la quête incessante de la réussite, peut conduire à l'égoïsme et à la négligence des responsabilités collectives. De plus, l'accent mis sur l'individu peut affaiblir le tissu social, réduisant la solidarité et augmentant les inégalités. Certains sociologues ont observé que cette orientation vers l'individu peut créer une société où les liens sociaux seraient fragiles, ce qui peut avoir des conséquences négatives sur le bien-être général. Inversement, une société qui privilégie trop le collectif au détriment de l'individu peut mener à l'oppression et à la suppression des libertés personnelles. Des régimes totalitaires ont illustré les dangers d'une telle approche, où l'individu est subordonné aux intérêts de l'État. Cette dynamique soulève des questions sur l'équilibre entre la liberté individuelle et le contrôle social, et sur la manière de préserver les droits individuels tout en promouvant le bien-être collectif. La philosophie sociale contemporaine cherche souvent à dépasser cette dichotomie, en reconnaissant que l'individu et la société sont interdépendants. Des théoriciens comme Norbert Elias ont suggéré que l'individualisation et la socialisation sont des processus simultanés et mutuellement constitutifs. Selon cette perspective, l'individu se construit à travers ses interactions sociales, et la société est composée d'individus qui influencent et modifient continuellement les structures sociales. Cette vision dynamique met en lumière la complexité des relations entre l'individu et la société, suggérant que ni l'un ni l'autre ne peut être considéré isolément. En fin de compte, la question de savoir si il faut privilégier l'individu ou la société ne trouve pas de réponse simple ou définitive. Elle invite à une réflexion continue sur la manière de concilier les droits et les libertés individuelles avec les besoins et les responsabilités collectives. Cette réflexion est essentielle pour naviguer dans des conflits contemporains, tels que les inégalités sociales, les crises environnementales et les tensions politiques, qui nécessitent une coopération entre individus et institutions pour pouvoir parvenir à des solutions durables et équitables. Et toi, penses-tu qu'il est préférable de privilégier l'individu ou bien la société ? L'amitié homme-femme est-elle possible ? La question de savoir si l'amitié entre un homme et une femme est possible a traversé les siècles, suscitant des débats et des réflexions. Friedrich Nietzsche, philosophe allemand du XIXe siècle, aborde cette problématique dans son ouvrage « Humain, trop humain », publié en 1878. Selon lui, bien que des femmes puissent nouer des liens amicaux avec des hommes, la pérennité de ces relations nécessiterait une certaine antipathie physique. Cette observation invite à réfléchir sur la nature de l'attirance et sur la manière dont elle peut influencer, voire déterminer,
la durabilité des amitiés entre les sexes. Au-delà de cette perspective, il est essentiel de considérer l'évolution des rôles sociaux et culturels attribués aux hommes et aux femmes. Historiquement, ces rôles ont souvent restreint les interactions entre les sexes, confinant les femmes et les hommes à des sphères distinctes. Cependant, avec les transformations sociales du 19e, du 20e et du 21e siècle, notamment l'accès à des femmes à l'éducation et au monde du travail, les occasions de tisser des liens amicaux entre hommes et femmes se sont multipliées. Malgré tout, des stéréotypes persistants et des attentes sociétales peuvent teinter ces relations, les rendant complexes et parfois ambiguës. Les influences culturelles jouent également un rôle majeur dans la perception de l'amitié homme-femme. Dans certaines cultures, les relations sont perçues avec suspicion, considérées comme potentiellement menaçant l'ordre social ou bien l'ordre moral. Dans d'autres cultures, elles sont célébrées comme des exemples d'égalité et de fraternité entre les sexes. Ces perceptions varient non seulement d'une culture à l'autre, mais aussi au sein d'une même société, en fonction des époques et des contextes. Les expériences personnelles et les attentes individuelles influencent également la dynamique de ces amitiés. Pour certains, l'idée d'une amitié purement platonique entre un homme et une femme est séduisante et réalisable. Pour d'autres, l'attirance sexuelle est inévitablement présente, ce qui rend cette amitié vouée à l'échec, ou du moins à une transformation en une relation amoureuse. Cette divergence de point de vue souligne la subjectivité de la question et la difficulté de parvenir à une réponse universelle. En définitive, la question de l'amitié entre hommes et femmes demeure ouverte, reflétant la complexité des relations humaines, les influences culturelles et les évolutions sociales. Elle nous invite à nous interroger sur nos propres perceptions, à déconstruire les stéréotypes et à envisager des formes d'interaction plus authentiques et moins contraignantes entre les sexes. Sans réponse définitive, ce questionnement continue de nourrir les débats philosophiques, reflétant les mutations constantes de nos sociétés et de nos relations personnelles. L'égalité parfaite est-elle atteignable ? La quête d'une égalité parfaite a longtemps été au cœur des préoccupations philosophiques et sociales. Les penseurs, à travers les siècles, ont débattu de la possibilité et de la pertinence d'atteindre une telle égalité. David Hume, philosophe écossais du XVIIIe siècle, offre une perspective critique sur ce sujet. Dans son ouvrage majeur Traité de la nature humaine, Hume interroge la faisabilité d'une égalité absolue au sein d'une société. Il suggère que tenter d'instaurer une égalité parfaite pourrait non seulement être irréaliste, mais aussi potentiellement nuisible. Selon lui, une telle égalité nécessiterait une surveillance omniprésente et une autorité centrale puissante pour garantir que personne ne dépasse les limites fixées. Cependant, cette concentration de pouvoir pourrait aisément dégénérer en tyrannie, contredisant ainsi l'essence même de la liberté individuelle. Au-delà des préoccupations pratiques, Hume invite également à réfléchir sur la nature même de l'égalité. Il distingue entre l'égalité formelle, qui se réfère à l'égalité des droits et des statuts, et l'égalité réelle, qui concerne les conditions matérielles et sociales des individus. Cette distinction met en lumière le fossé potentiel entre les idéaux juridiques et les réalités sociales. Même si, sur le papier, tous les citoyens jouissent des mêmes droits, des égalités persistantes peuvent exister dans la pratique en raison de facteurs économiques, culturels ou historiques. John Rawls, un philosophe du XXe siècle, aborde la question sous un angle différent. Dans son œuvre intitulée « Théorie de la justice », il propose un concept, celui de la position originelle et du voile d'ignorance, comme outil pour déterminer les principes de justice. Sous ce voile d'ignorance, les individus ignorent leur statut social, leurs talents ou toute caractéristique personnelle, les amenant à choisir des principes qui garantissent une justice équitable pour tous. Rawls suggère que cette approche conduit à des structures sociales qui bénéficient particulièrement aux plus désavantagés, tout en assurant une égalité des chances. Cependant, même avec une telle conception, la réalisation de l'égalité parfaite reste un idéal difficile à atteindre, car elle dépend de la volonté collective et de la capacité à surmonter les inégalités historiques et structurelles. La notion d'égalité est également complexe lorsqu'on la confronte à d'autres valeurs fondamentales, telles que la liberté et le mérite. L'égalitarisme, s'il est poussé à l'extrême, peut empiéter sur la liberté individuelle, en imposant des restrictions pour maintenir l'égalité. De plus, la relation entre l'égalité et mérité est sujette à débat. Si l'égalité parfaite était atteinte,
comment récompenser les individus en fonction de leurs efforts ou de leurs talents uniques. Cela soulève des questions sur la justice distributive et sur la manière dont les sociétés valorisent le travail et l'initiative personnelle. En somme, la question de l'accessibilité à une égalité parfaite est multidimensionnelle et complexe. Elle touche au fondement même de nos systèmes sociaux, de nos systèmes politiques, ce qui nous amène à nous interroger sur la meilleure manière d'équilibrer les droits individuels avec le bien-être collectif. Les réflexions de Humes et de Rawls, parmi d'autres, nous poussent à considérer les implications profondes de l'égalité, non seulement en tant que concept abstrait, mais aussi en tant que principe guidant nos structures sociales et nos interactions quotidiennes. Et toi, penses-tu que l'égalité parfaite est atteignable ? Mieux vaut-il une vérité qui blesse ou bien un mensonge qui rassure ? Le dilemme entre une vérité blessante et un mensonge qui rassure touche au cœur de nos interactions humaines et de nos choix moraux. Ce dilemme interroge la valeur de l'honnêteté face à la tentation de préserver les sentiments d'autrui par la dissimulation. Ce questionnement trouve des échos dans divers proverbes tels que « mieux vaut une vérité amère qu'un doux mensonge », suggérant que, malgré la douleur potentielle de la vérité, elle est préférable à la douleur illusoire d'un mensonge. Les motivations derrière le mensonge sont multiples et complexes. Parfois, mentir est perçu comme un moyen d'éviter les conflits, de protéger une relation ou d'épargner la souffrance d'une personne. Cependant, même les mensonges dits pour protéger peuvent causer des blessures profondes. Ils peuvent semer le doute, miner la confiance et créer un fossé entre les individus. La dissimulation d'une vérité peut également empêcher la personne concernée de faire face à une réalité importante, retardant ainsi sa capacité à s'adapter ou à guérir. D'autre part, la vérité, bien que potentiellement douloureuse sur le moment, offre une base solide pour la compréhension et la croissance personnelle. Elle permet aux individus de prendre des décisions éclairées, de résoudre des problèmes et de renforcer les liens interpersonnels grâce à la transparence et à la confiance qu'elle engendre. Cependant, la manière dont la vérité est communiquée est cruciale. Une honnêteté brutale et dépourvue d'empathie peut être perçue comme insensible et causer des dommages inutilitaires. Ainsi, l'art de la transmettre réside dans l'équilibre entre sincérité et bienveillance. Ce dilemme met également en lumière la nature des relations humaines. Les relations fondées sur l'honnêteté ont tendance à être plus solides et résilientes, car elles reposent sur la confiance mutuelle. En revanche, les relations bâties sur des mensonges sont fragiles et susceptibles de s'effondrer dès que la vérité émerge. Le poids des secrets non partagés peut créer une distance émotionnelle, et cela même si les individus continuent à interagir superficiellement. En fin de compte, ce dilemme nous pousse à réfléchir sur nos valeurs personnelles et sur la manière dont nous choisissons d'interréagir avec les autres. Préférer la vérité, même si elle est douloureuse, peut conduire à une vie plus authentique et épanouissante. Cependant, cela nécessite du courage et de la compassion, ainsi que la capacité à gérer les conséquences émotionnelles qui peuvent en découler. Choisir le mensonge, en revanche, peut offrir un répit temporaire, mais au prix de l'intégrité et de la profondeur des relations humaines. Et toi, préfères-tu une vérité qui blesse ou un mensonge qui rassure ? Le chat de Schrödinger. Une chose peut être-t-elle à la fois vraie et à la fois fausse ? L'expérience de pensée du chat de Schrödinger, formulée en 1935 par le physicien autrichien Erwin Schrödinger, sert à utiliser les paradoxes et les implications contre-intuitives de la mécanique quantique, lorsqu'elle est appliquée à des objets du quotidien. Dans cette expérience imaginaire, un chat est placé dans une boîte hermétique, contenant un dispositif lié à la désintégration d'un atome radioactif. Ce dispositif est conçu de manière à libérer un poison mortel si l'atome se désintègre. Selon les principes de la mécanique quantique, tant que l'état de l'atome n'est pas observé, il existe simultanément, dans une boîte de superposition, à la fois désintégrée et non désintégrée. Par conséquent, le chat serait simultanément vivant et mort, jusqu'à ce que la boîte soit ouverte et que l'état de l'atome, et donc du chat, soit observé. Cette situation
bien que très complexe, défie notre intuition quotidienne, où un objet ne peut être que dans un seul état à la fois. Schrödinger a conçu ce paradoxe pour mettre en lumière les difficultés de l'interprétation de Copenhague et de la mécanique quantique. Il suggère que les systèmes quantiques n'ont pas de propriétés définies avant l'observation. Il voulait montrer que cette interprétation, lorsqu'elle est appliquée à des objets macroscopiques comme un chat, conduit à des conclusions absurdes. Ainsi, l'expérience pousse à réfléchir sur la nature de la réalité et sur la manière dont l'observation influence l'état des systèmes quantiques. Il est important de noter que cette expérience est purement théorique et n'a jamais été réalisée dans la pratique. Son objectif principal est de stimuler la réflexion sur les implications philosophiques et physiques de la mécanique quantique, sans chercher à fournir une réponse définitive à la question de savoir si une chose peut être à la fois vraie et à la fois fausse. Et toi, que penses-tu de cela ? Le cerveau dans une cuve. L'expérience de pensée du cerveau dans une cuve a été formulée par le philosophe Hilary Putnam en 1981. Elle s'inscrit dans la lignée des réflexions sceptiques sur la nature de la réalité, rappelant les interrogations de René Descartes sur le malin génie qui pourrait nous tromper sur l'existence du monde extérieur. Imaginez un instant que, suite à une intervention malveillante, votre cerveau soit prélevé et immergé dans une cuve contenant une solution nutritive. Ce cerveau est connecté à un ordinateur sophistiqué qui envoie des impulsions électriques, reproduisant fidèlement les sensations qu'il éprouverait normalement en interréagissant avec le monde réel. Ainsi, bien que privé de corps, ce cerveau percevrait une réalité virtuelle, indiscernable de la réalité tangible. Cette hypothèse soulève une question fondamentale. Comment pouvons-nous être sûrs que nos perceptions actuelles proviennent d'objets réels et non d'une simulation informatique ? Si nos sensations sont identiques à celles que nous éprouverions dans le monde physique, sur quoi fonder notre certitude d'exister en dehors de cette simulation ? Cette réflexion nous pousse à nous interroger sur la fiabilité de nos sens et la nature même de la connaissance. Hilary Putnam va plus loin, en suggérant que, même si nous étions des cerveaux dans des cuves, nos mots et nos pensées se référeraient à des objets réels. Par exemple, lorsque nous utilisons le terme « arbre », il désignerait un arbre réel, même si notre expérience de cet arbre est simulée. Cette perspective invite à réfléchir sur la relation entre le langage, la pensée et la réalité objective. De plus, des œuvres culturelles comme le film Matrix illustrent cette expérience de pensée, dépeignant un monde où les humains vivent dans une réalité virtuelle, contrôlée par des machines. Ces représentations cinématographiques renforcent l'idée que la frontière entre réalité et simulation peut être floue, nous incitant à reconsidérer nos certitudes sur ce qui est réel. En définitive, l'expérience du cerveau dans une cuve nous confronte à nos propres limites épistémologiques. Elle nous encourage à questionner la source et la véracité de nos perceptions, tout en nous interrogeant et nous invitant à explorer les implications philosophiques d'une réalité potentiellement simulée. Cette réflexion n'offre aucune réponse définitive, mais sert de catalyseur pour une introspection profonde sur la nature de notre existence et de notre connaissance. Et toi, penses-tu que nous sommes dans une simulation ?